Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Le témoignage que vous allez entendre aujourd'hui fait partie de ces témoignages rares, douloureux et nécessaires. Il traite de la question, encore très taboue, des violences dans les couples lesbiens. Car, oh, surprise, l'homosexualité ne préserve ni des insultes, ni des coups, ni des humiliations ou de l'emprise. Cet enregistrement peut donc être difficile à écouter, mais il est aussi plein d'humanité et de foi dans l'avenir, dans l'amour. Vous entendrez Hélène raconter comment sa partenaire a installé son emprise en essayant de la couper de son environnement, les reproches incessants et injustifiés qu'elle lui a faits, puis la nuit de violence et d'horreur qui a obligé Hélène à mettre fin à la relation. Après cela, elle a encore subi plus d'1 an de harcèlement. Aujourd'hui, la première partie de l'épisode. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Alice. Du coup, merci d'avoir accepté de venir témoigner, parce que je crois que tu as envie de te présenter, mais aussi de parler d'une histoire un peu compliquée qui t'est arrivée. Oui, je tenais à parler aussi de cette histoire que j'ai vécue avec une femme qui s'est mal passée. Une histoire assez toxique, parce que je pense que la violence dans les couples lesbiens est souvent tue, et pourtant elle existe réellement. Mais il y a un petit peu un angle mort. Je pense qu'il faut que les choses soient un peu plus sues, parce que du fait de notre condition, on est déjà un peu invisible, on peut se sentir illégitime, et quand on est concerné par une histoire de violence, on peut ne pas dire les choses, en souffrir, et je pense que ça peut aussi rendre service à d'autres femmes d'entendre mon témoignage. Enfin, c'est aussi parce que tu m'avais un peu encouragée à prendre la parole à ce sujet. Voilà, je dirais que ça peut être aussi un peu vu comme un devoir de témoignage, quoi. Je te remercie parce que je mesure à quel point c'est pas facile de venir parler de ça, et vraiment merci de ta confiance. Ouais. Je pense que certaines femmes ont pu aussi souffrir de l'oppression un peu, de l'éducation patriarcale, et elles reproduisent des schèmes un petit peu de violence ces constructions peuvent être enquistées dans leur culture ou leur éducation, et donc on peut se dire que parfois on reproduit des schémas de violence machiste à l'interne dans un couple homosexuel femme. Et c'est ça qui peut paraître paradoxal, parce que on a souvent, l'idée commune, c'est que l'amour entre deux femmes, c'est la douceur, que la communauté lesbienne, du fait qu'elle est communauté, est bienveillante, et en fait, l'emprise, la violence, les propos sexistes, moi je les ai subis. Et pourtant, j'étais dans une histoire d'amour forte, mais je pense qu'il y avait vraiment des choses que j'ai vécues qui s'apparentent à un comportement de violence classique qui peut se dérouler dans un couple hétérosexuel, quoi.
Ouais. Ben, moi, je trouve en effet que c'est hyper important d'en parler. Et notamment parce que j'ai vécu une histoire compliquée aussi une fois avec une femme et que vraiment c'est... Ouais, peut, ça peut, enfin, on peut être très très abattu. Je l'ai été. J'ai lu une bande dessinée qui m'a beaucoup aidée après, qui s'appelle Tant pis pour l'amour. Comment j'ai survécu à un manipulateur. Donc c'est une BD qui est très instructive, qui est en même temps pleine d'humour. Les dessins sont sympas. Et donc ça raconte l'histoire autobiographique de cette autrice qui prend un pseudo très commun, Sophie Lambda, pour souligner que ce qu'elle a vécu, je pense, peut arriver à tout le monde. Enfin, à tout le monde. Que voilà, des personnes manipulatrices, on peut en rencontrer. Mais elle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle cherche surtout à chercher les réponses à ces questions. La lecture a pu aider sûrement plus d'une personne parce que voilà, elle pose les questions, elle se remet aussi en question et elle, elle explique aussi ses comportements déviants en s'appuyant sur des apports théoriques, quoi, sociologiques ou psychologiques. Donc voilà, c'est une BD qui est vraiment qui a une mission salutaire. Mm. Je l'ai lu aussi, je l'ai trouvée assez fabuleuse. Et donc voilà, je me suis un peu reconnue dans, dans cette histoire. Bon, chaque histoire est différente, bien entendu. Bon, la mienne, avec cette femme, elle a commencé, donc on n'était pas... on vivait pas dans la même ville. Ce qui finalement apportait aussi un peu une respiration du fait de cet éloignement géographique, parce que la relation a été d'emblée, enfin assez d'emblée ou très vite houleuse. Donc voilà, j'ai aussi à me poser enfin en bilan, enfin me dire j'avais des clés assez vite quoi, pour comprendre, pour ressentir en tout cas les difficultés. Donc c'était une personne qui était quand même globalement autoritaire et exclusive. Donc j'avais du mal à supporter le temps que je pouvais consacrer à mes enfants, à mes petits-enfants. Donc très vite, il y a eu des moments d'agressivité qui sont apparus par écrit ou par téléphone ou au cours de nos rencontres. Et voilà, quand j'essayais c'est vrai, de lui exprimer mon malaise, j'avais beaucoup elle me renvoyait en miroir mes propres ressentis en me disant que je me victimisais et que je ne faisais que cela, que c'était moi la femme autoritaire et jalouse pathologique, puisqu'elle reprenait ce terme qui était mien, puisque j'avais eu voilà, elle avait une jalousie extrême. Je crois que le fond de la violence conjugale, en fait, il est souvent, il a pour terreau la jalousie. Et enfin, c'est ce que je me dis. Je crois que mon histoire en est une bonne illustration. Donc, parce que j'étais supposée être infidèle avec des femmes que souvent je ne connaissais pas moi-même. Parce que elle pouvait me citer des noms, enfin, c'était compliqué. Et puis, me reprochant en même temps de lui pourrir la vie.
d'être touchante par ma bêtise, de vouloir conserver ma famille. J'étais une femme perdue qui refoulait son homosexualité. Voilà, incapable d'apporter à une femme ce qu'elle attendait dans une histoire d'amour, enfin des reproches très, très blessants. Et elle utilisait des éléments de, de ma vie ou de souvenirs que je lui avais confiés, ou d'éléments intimes pour les retourner, enfin, me les reproposer à différentes sauces au gré des reproches, quoi. Voilà, donc c'est un peu ce contexte-là. Après, c'était une histoire forte et une personne qu'en même temps j'ai beaucoup aimée. Et la fin de cette histoire a été d'autant plus violente parce qu'elle s'est terminée brutalement d'un seul coup avec l'arrivée des forces de l'ordre qui sont venues à mon secours. Et donc, symboliquement, c'est un peu terrible et à l'image de cette histoire qui ne pouvait finalement que mal se terminer, quoi. Et alors, je sais pas si je pourrais raconter les faits qui se sont passés. Donc, il y a eu des faits qui ont été particulièrement violents, avant tout psychologiquement, qui se sont déroulés au cours d'une nuit d'été, qui ont irrémédiablement causé la fin de l'histoire. Et donc j'ai vécu des faits de violence pour lesquels j'ai porté plainte 7 jours après beaucoup de réflexion, parce que ça m'a demandé. J'étais déjà dans le deuil de l'histoire, c'était compliqué, mais j'ai voulu déposer cette fois une plainte pour un petit peu par devoir de citoyenneté aussi, pour traçabilité, quoi. Me dire que aussi si des faits similaires se reproduisaient sur autrui, je pouvais. J'avais fait mon devoir, mais c'était aussi pour moi, mais c'était aussi par devoir. Mais ça m'a vraiment coûté. Parce que je savais que, voilà, que l'histoire n'allait pas. Il y aurait cette fois pas de reprise possible. Ouais, à la suite de ce dépôt de plainte, il y a eu une troisième phase dans la misère, c'est que j'ai été harcelée par cette femme pendant 1 an et demi via les réseaux sociaux. Bon, j'avais bloqué la plupart des canaux, mais bon, j'avais des appels téléphoniques. Elle réussissait à m'appeler ou par des messages, des mails qui arrivaient par spam. Enfin, elle réussissait à me mettre beaucoup de pression, d'intimidation. Et ça a surtout été la réception de mails totalement, pour moi, hallucinants, quoi. De grossièreté, de mauvaise foi, de grossièreté, de vulgarité, d'intimidation. Et elle retournait en miroir la responsabilité des faits pour lesquels j'avais porté plainte, quoi. Donc ça, c'était assez violent, déstabilisant. Puis je voulais quand même avoir un œil sur ces messages, même si on me disait souvent, les écoute pas ou les lis pas. C'était... Quand on dit ça, une victime, on veut l'aider, mais c'est peut-être un peu facile. Et parce que moi, j'avais besoin d'avoir un œil pour contrôler un peu les répercussions au niveau social ou affectif, parce que j'étais un peu inquiète. Ouais, il y avait des menaces assez précises de venir saboter les endroits où j'allais, mes espaces à moi, culturels, associatifs, amicaux.
Voilà, il y avait vraiment on était dans un esprit de vengeance de sa part et surtout de retourner, tous les faits. Donc en fait, ce qui m'a aussi, incitée à déposer plainte, c'est, quand, le quelques heures après, les faits de violence, elle me renvoie une photo d'elle avec, des petites blessures qu'elle s'était faites elle-même, parce qu'elle avait, bu, énormément d'alcool, au cours de cette nuit de dérapage et voilà, après m'avoir mis, des claques et essayé d'introduire de force un objet sexuel dans la bouche. Elle était allée se venger sur l'objet en le coupant et donc elle s'était coupé le doigt parce qu'elle était, presque ivre morte, quoi. Un autre moment de la nuit, elle vient me mettre des claques et des coups de poing dans les biceps. Je réussis à me recroqueviller et puis comme elle était, ivre, elle a pas c'est peut-être ça qui a fait qu'elle est pas allée, dans que c'est pas, que la violence n'a pas pris le pas, quoi, sur, je pense qu'elle aurait ça aurait pu, elle aurait pu être beaucoup plus violente, mais le fait qu'elle était, alcoolisée, faisait elle oscillait entre des humeurs variables. Donc elle a arrêté de me taper pour partir en crise de larmes. Ce qui fait que j'ai pas eu de séquelles au niveau des claques, enfin juste le muscle un peu endolori, mais donc après elle a voulu, aller, dans la chambre à coucher, parce que moi j'étais réfugiée dans la chambre d'amis. Et là elle a raté, la porte parce qu'elle était ivre, donc elle s'est, affalée et elle a dû s'ouvrir un peu la lèvre. Je pense que c'est à cette occasion-là. Donc après, le lendemain, voilà, elle utilise, ces petits bobos comme faire-valoir de ma violence, soi-disant. Et elle va, chercher un certificat médical, se faire faire un certificat médical, donc le médecin lui a fait, je pense peut-être un peu, moi je disais un certificat de complaisance, mais bon, peu importe, il n'était pas là pour vérifier les faits. Donc elle brandit ce certificat via, enfin elle me signifie qu'elle a ce certificat, qu'elle me montre par mail, je crois, et qu'elle va porter plainte contre moi. Puis voilà, c'est parti, en cacahuète comme ça. Pendant 1 an, j'ai reçu, je crois 500 mails. Enfin, hallucinant, souvent de grossièreté, de vulgarité. Et voilà, puis elle a pas arrêté de me dire que c'était moi qui étais violente et irrespectueuse et violente physiquement aussi, quoi. Donc c'est vrai que j'écarquillais les yeux quand je lisais ces mails, mais j'ai voulu, là j'ai commencé quand même à un petit peu avoir peur quand elle me disait qu'à cause de moi, elle réussissait pas enfin, que sa vie était gâchée, voilà. Elle était comme habitée et elle était, voilà, très, très véhémente et me faisant croire qu'à cause de moi, des rumeurs circulaient, heu, que qu'elle pouvait plus fréquenter certains lieux, qu'elle voulait, se faire justice, enfin voilà. Tout en me disant: «Si tu mets les pieds dans la ville dans laquelle elle était, je porte plainte, tiens-le-toi pour dit, et j'ai 6 ans pour porter plainte contre toi», et cetera, et cetera. Et paradoxalement, elle, de vouloir, voilà, fréquenter, les ateliers culturels dans lesquels, je faisais partie, les associations,
voilà, de militantes dans lesquelles j'étais, dans lesquelles je suis, me laissant aussi beaucoup de messages désobligeants sur les personnes, sur mes amis, sur ma famille. Voilà. Tout le monde en prenait pour son grade, mais souvent de façon très très vulgaire. Voilà, avec des accusations aussi qu'elle a cultivées, des accusations qu'elle a cultivées sur d'autres personnes que je côtoie. Hein. Des allégations comme quoi elle aurait subi de la violence. Enfin, c'était des choses un petit peu qui étaient irrationnelles, quoi. Enfin, qui partaient de faits minimes et qu'elle montait en bateau. Et voilà, à un moment donné, c'était trop pour moi de recevoir aussi des insultes qui concernaient d'autres personnes qui sont très respectables et que j'estime. Donc elle m'attaquait, on va dire, par personne interposée, quoi, sans prendre ses responsabilités et par derrière, essayant de contacter mielleusement ces personnes pour pouvoir accéder à des événements où j'étais de façon où elle ne serait pas inquiétée, quoi. Sauf que ça l'a pas fait parce que, bon, bien entendu, il y a aussi des personnes qui sont féministes, que je côtoie, qui n'ont pas envie de donner accès à des personnes harceleuses ou espionneuses, et donc elle a été refoulée, mais c'est son comportement qui fait que. Mais voilà, j'étais sa cible, parce que son comportement faisait qu'il y avait des conséquences pour elle, des prises, des gens qui s'étaient aussi positionnés, parce qu'ils avaient été, des femmes avaient été outrées de ce que je vivais, de ce qu'elle me faisait vivre. Et du coup, elle a été sanctionnée par le fait qu'on lui dise, voilà, tu n'es pas la bienvenue dans nos instances de communication, nos instances conviviales, nos projets, voilà, communautaires. Je parle d'une association de lesbiennes, qui propose des rencontres, des temps conviviaux, des moments de réflexion, du partage. Ce que j'ai envie de souligner, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les relations comme ça avec emprise, c'est que la personne qui cherche à établir son emprise le fait notamment en coupant l'autre de son réseau amical, familial, professionnel, enfin. Ben oui, ça c'était une posture de départ déjà. J'avais voulu prendre quelques responsabilités dans l'association. Effectivement, elle m'avait fait une vie. Ouais, aussi elle était là avec mes enfants, c'était compliqué. Je pouvais pas inscrire mon histoire au sein de ma famille déjà, parce que dès le départ, ça avait été compliqué. Mais bon, pour elle, c'était mes enfants, quoi, qui posaient problème, qui étaient homophobes. Alors que je crois qu'en fait, j'étais déjà, dès le départ, hyper stressée, parce que j'avais des reproches. Et je voulais en même temps conserver mon histoire, parce que je l'aimais. Des histoires donc des reproches en lien avec mes histoires passées, mes ex. C'était une salade de mots et d'exposés de faits, et de recoupements et de considérations interprétatives. Donc j'étais hyper stressée en fait dès le départ. Et mes enfants, les moments où elles devaient venir en présence de mes enfants, il y avait souvent précédait souvent un clash, ou le clash était même dans la journée. Du coup, j'étais
très très stressée et j'avais pas compris que mes enfants m'avaient très bien avaient vu que j'étais pas sereine et eux-mêmes étaient très inquiets, voilà, ne voulant pas me laisser pour de mes filles. C'est la garde de sa petite fille en présence de cette femme. Voilà, donc elle s'est sentie pas désirée, mais bon, et pour cause. Donc voilà, donc cela dit, on a quand même continué l'histoire de 3 ans, mais j'avais, voilà, c'est une femme qui me parlait très très mal de mes enfants, quoi. C'était ma pute de fille, ma salope de fille, des mots très violents, mon connard de gendre. Donc voilà, entre les moments plus calmes, mais c'était quand même la façon dont elle s'exprimait à son amoureuse, entre guillemets. Alors après, avec le recul, je me dis, ouais, quand même, c'était assez hallucinant. Mais j'ai su, voilà, je me suis rendu compte quand même dès le départ, quoi, que c'était pas ça l'amour, ou que c'était parfois ça, mais que c'était souvent pas ça. Et j'aime bien reprendre le terme, le titre de la BD, Tant pis pour l'amour, parce que tout est dit dans le titre. Je sais que c'est une femme qui m'a beaucoup éveillée. Je vis pas mon homosexualité depuis si longtemps. Elle m'a éveillée, on a passé des moments formidables. Et j'ai découvert des choses, les voyages, voilà, elle a fait partie de mon évolution, mais à quel prix, quoi. Donc c'est pour ça que je dis tant pis pour l'amour, que c'est une femme que j'ai aimée, que j'aime sûrement encore d'une certaine façon, mais on ne peut pas valider l'amour à tout prix, les sentiments à tout prix, si la qualité de relation relationnelle n'est pas là pour évoluer sereinement et comme on le mérite. Voilà, je sais pas si tu as des questions. 12 000. Oui, j'en ai plein. Et tu te sens libre de ne pas répondre, bien sûr. Si tu vois, je couperais. Déjà, je suis interpellée par le fait que tes enfants se sont rendus compte, d'après ce que tu dis, assez vite que ça n'allait pas. Oui. Est-ce que vous avez pu en parler? Enfin, comment ça s'est passé? Oui, j'ai pu en parler. Après, j'ai pas non plus eu envie de tout leur dire, mais il y avait un gros conflit avec. Enfin, elle avait une fixation haineuse sur ma fille aînée, qui était au courant, bien sûr. Donc, ça a été un peu aussi une histoire de famille, et ils ont été très très soulagés de savoir, enfin voilà, de savoir que je la quittais, que j'avais résisté au chant de la sirène, parce qu'entre les mails pourris, on va dire, j'avais aussi voilà, des appels à renouer, à faire la paix, comme elle disait, un accord à l'amiable. Et en gros, c'était je reconnais avoir menti, donc je reconnais ne pas avoir subi de violence de sa part, et puis qu'on repartait parce que l'amour était fort, et voilà. J'appelle ça le chant de la sirène. Donc le mail de suivant, il était plus que désobligeant, à l'image de sa façon d'être, puisque dès le départ, on se quittait bien, puis 3 jours sans la voir, parce qu'on n'était pas dans la même ville, elle était reprise par, je sais pas, par ses démons, et j'avais des tas de messages désobligeants, suspicieux. Donc c'était ça, de toute façon, c'était un schéma de départ. Mais oui, j'ai pu en parler à mes enfants, ouais.
Parce qu'elle essayait, voilà, c'est vrai, c'est sûr, de me couper de mes enfants. Le lien n'a jamais été coupé. On avait un lien secret, des codes secrets. Mais je reconnaissais pas que j'étais sous emprise. Je pense qu'à partir du moment où on reconnaît qu'on a été sous emprise ou qu'on l'est, le chemin le gros du chemin est fait. Parce que, ouais, au départ, je voulais pas le reconnaître auprès de mes enfants. Mes parents étaient inquiets aussi un peu. Je voulais pas le reconnaître. Puis après, surtout après la séparation, j'ai vraiment mis le mot emprise. De toute façon, j'avais aussi j'étais en psychothérapie par rapport à ça, puisque mon ex-compagne me disait que j'étais folle et que j'avais bien besoin de consulter quelqu'un. Du coup, peut-être aussi pour améliorer la relation, ou pourquoi pas, je me suis dit, pourquoi pas faire ce travail. Je suis pas née de la dernière pluie, j'ai des choses à apporter, à dire, à déposer. J'ai commencé ce travail et puis je m'apercevais que je parlais beaucoup de cette relation difficile, et je crois que mon suivi voilà, psychothérapeutique m'a aidé à lui dire non, à lui dire je veux plus qu'on me parle comme ça, c'est fini. Donc voilà, quand on réussit à comprendre qu'on est sous emprise, on fait un premier pas. Ensuite, il faut pouvoir trouver les mots pour en parler, mettre de l'ordre dans ses idées, dans ses souvenirs, et prendre le temps qu'il faut après pour dépasser l'histoire. Parce qu'on est, je me sentais quand même fragile psychologiquement, affectivement, pendant 1 an au moins, en ayant en plus ces mails qui me rappelaient, avec aussi des tentations parfois de la revoir. Parce que tout n'est pas linéaire. Et voilà, il y a eu parfois, j'étais à la limite de céder, et puis je voyais que les fixations repartaient au quart de tour, la phrase suivante, donc j'ai pu rester lucide. Mais ouais, je pense que j'ai pu lui dire non, stop à un moment, sauf que c'était pas. J'ai fait une erreur. Je lui ai dit chez moi, à mon domicile. C'était une sorte de mouvement inconscient, enfin de bouffée inconsciente qui m'a fait lui dire non, c'est fini, tu me parles plus comme ça. J'arrête tout, je ne pars pas en vacances avec toi. Alors que les valises étaient dans la voiture. Je me souviens de dire à ma psychothérapeute, j'ai envie de partir en vacances avec elle, mais j'aimerais vous dire que ça s'est bien passé au retour. Mais je crois que je n'y crois pas moi-même. Et on n'est même pas parti en vacances. La veille, je recevais déjà des mails suspicieux par rapport à... alors je me souviens, je donne un exemple, c'était un smiley avec, je sais plus, un petit bonhomme souriant avec un petit cœur qui répond. Je répondais à une amie, donc c'était encore très suspicieux. Donc je sentais que j'allais avoir une colère, quoi. Et puis, donc elle a pris un prétexte futile pour m'agresser, en fait. Elle me demandait ce que j'allais faire par rapport à hum, par rapport à mon divorce qui était en cours, là. Enfin, quelles positions financières j'allais tenir. Enfin, je vous passe les détails. Et du coup, je lui raconte que j'avais pris conseil avec mon gendre. Et là, elle monte sur ses gonds en disant ouais, ben voilà, prends conseil auprès de tes couillus, pas capable de penser par toi-même.
Ne me demande plus aucun conseil en matière informatique, tu te débrouilleras toute seule, enfin vraiment me parlant, même pas comme à une petite fille, quoi. Enfin, prends conseil auprès de tes couillus, enfin, c'est des termes que je voulais plus entendre, quoi. Et là, du coup, je lui dis, je prends son sac à main et je le jette à mes pieds. Et je lui dis, tu t'en vas. Et je raconte ce fait-là parce qu'après, elle aura passé beaucoup de mails à me dire, c'est toi qui as commencé à être violente, tu as pris le sac à main que tu m'as jeté dans la gueule. À aucun moment à aucun moment de ce psychodrame, je n'ai porté la main sur elle ou je l'ai tapée ou je ne lui ai jamais jeté son sac à la figure. Je savais qu'il fallait faire attention à chaque parole avec cette femme. Éviter de l'insulter, éviter d'être violente pour subir un regain de violence de sa part, parce que déjà elle était, en plus elle était assez costaud, quoi. Et puis voilà, dans des états seconds. Donc c'est parti comme ça, en vrille toute la nuit. Et ça, c'est l'épisode qui a déclenché. Ouais, elle a commencé par me. C'est vrai que on peut un peu raconter les faits, parce que quand on peut parler de violence entre femmes sans se sans, sans pouvoir s'imaginer ce que c'est une nuit d'horreur, quoi. Et que des scènes comme ça, comme je dis, ça arrive aussi, ça peut arriver dans un couple de femmes, avec voilà, des comportements hyper violents, des insultes, des comportements hyper machistes, quoi. Et ce genre de colère, en 3 ans, j'en ai vécu plus d'une douzaine, quoi. J'avais des cris toute la nuit, il y avait des débris d'objets parfois. Enfin, voilà. Bon, elle m'a confisqué mes lunettes de vue. Donc là, j'ai vu que ça sentait le roussi, c'était mal parti, mais je voulais pas revenir sur mes propos. Parce que là, cette fois-ci, il fallait que j'aille au bout de ma décision. Voilà, elle bondit vers moi et elle me confisque mes lunettes de vue, dont j'ai absolument besoin. Et j'ai trouvé déjà que c'était totalement humiliant. Et là, j'ai essayé de la calmer. Je lui dis, allez, rends-moi mes lunettes pour calmer le jeu et récupérer mes lunettes. Au bout d'un moment, elle me les jette sur la table en me disant, ouais, je te les rends parce que tu serais capable de te plaindre. Effectivement. Et après, c'est parti des insultes en boucle, quoi. Pute, salope, va te faire lécher la chatte, connasse, bonne qu'à des insultes par rapport à ma bisexualité, enfin passée, enfin mon hétérosexualité. Donc voilà, mon ex-mari en a pris pour son grade, comme souvent. Donc que j'étais bonne qu'à ouvrir mon utérus pour recevoir du foutre avec du foutre, je sais plus ce qu'elle me disait, mais enfin c'était beaucoup de propos désinhibés en lien avec la sexualité, quoi. Voilà. Et mes maternités. Donc après, des plaquages sur le lit de force, essayer de me dégrafer mon pantalon pour me baiser, comme il disait. Ensuite, elle va chercher le sextoy qu'elle essaye de me mettre dans la bouche de force en me maintenant la tête. Donc j'étais allongée sur le lit et là je me suis dit ouais, je me suis débattue. Et je lui ai dit tu arrêtes. Je me suis débattue et elle a arrêté. Et j'ai rencontré son regard éjecté de haine. Et là elle me dit tu mériterais qu'on te crève l'œil avec une fourchette. Et ensuite elle change de cap, elle prend l'objet, le pauvre objet qui symbolise mon hétérosexualité sans doute, et qu'elle va dans la cuisine, elle se rend dans la cuisine, et elle le coupe, elle le scie, c'est qu'il était en caoutchouc, et
à un moment donné, elle se coupe parce qu'elle était ivre. Donc là, je raccourcis le laps de temps, puis les faits sont... La chronologie est peut-être un petit peu floue, mais en tous les cas, c'était une crise qui a duré de 21h à 5h du matin, quoi. Donc elle se coupe, son doigt saigne. Je me rends pas compte tout de suite, parce que moi, je me suis réfugiée dans la pièce du fond, après, pendant qu'elle coupe le sextoy. Ensuite, elle me rejoint, et là, elle me remet des claques, en me... Voilà, même s'insulte, quoi. Qu'est-ce que tu as fait de bien pour moi pendant 3 ans? Est-ce que tu seras là si j'ai un cancer? De toute façon, je vais aller baiser dans une île où elle allait en vacances, où elle rencontre des lesbiennes. Je vais me taper voilà, plein d'italiennes, et elle fait le geste obscène avec les reins, comme qui fait penser à l'homme, en fait. Elle fait le geste, voilà, de la sexualité hétérosexuelle. Et je vais me taper des italiennes, espèce de conne, voilà, ta vie n'est qu'une succession d'échecs, tu m'as pourri la vie, enfin, voilà, des choses comme ça en boucle, et des insultes tellement hallucinantes qu'elles sont grotesques, quoi. Grotesques. Je vous appelle des ratons laveurs, vous les hétéros. Voilà. Et puis, j'ai été quand même bien, bien, bien apeurée. Puis à un moment donné, elle rate la porte, là, elle doit se fendre un petit peu la lèvre. Et elle est sonnée, je suis même un peu inquiète. Je me dis, bon, je vais peut-être... est-ce que je m'approche pour essayer de la relever? Et on était en pleine nuit, hein. La voisine du haut devait tout entendre, mais elle n'est pas intervenue. Enfin, moi, je sais pas. Il y avait très peu de monde dans l'immeuble, mais au moins une personne. Et je me dis qu'on était repérés comme couple, et que peut-être que la violence entre femmes, ça, on appelle moins les flics facilement, peut-être. Je sais pas, j'aurais bien voulu que voilà, quelqu'un sonne à ma porte à ce moment-là pour apporter un arrêt, un regard, un double regard, et voilà, qui est un tiers, quoi. Mais je savais pas où aller à 3h du matin. Je voulais aussi garder la main sur mon appart, contrôler, ne pas me retrouver à la porte, des choses comme ça. Bon, j'avais mes clés de voiture en poche, mais j'étais restée habillée dans l'idée de prendre la fuite quand même. Et puis finalement, elle va cuver son vin de 3 heures, en me demandant d'abord de biper son téléphone parce qu'elle ne le retrouvait plus. Donc je bip, donc le lendemain elle me dira à qui t'a appelé, tu t'es trompée de femme. Enfin, c'était, on va dire, comique. Oh. Et le lendemain, elle reprend les hostilités très vite, quoi. Après 3-4 heures à peine de sommeil, déjà elle arrive en me disant, bon, elle est à moitié à poil, en me parlant comme un mec. Et maintenant, tu te lèves et tu vas me chercher mon petit déjeuner. Et tu vas m'acheter mon petit déjeuner. Enfin, c'était... risible avec le recul. Donc je n'obéis pas. Et elle sort, acheter son petit-déj. J'aurais pu partir, c'est vrai, mais je pensais pas que ça allait encore reprendre des proportions. Je me disais, bon là, elle va prendre ses affaires et partir. Et donc elle est rentrée, puis elle a recommencé son cirque. Elle m'a déchiré des photos de mes enfants. Enfin, je pense que je sais plus si c'est dans la nuit où elle a détérioré 17 photos de ma famille.
Voilà, déchirer une photo de mon ex-mari que j'avais aussi avec les enfants petits. Donc après, elle m'écrira que c'est une offense pour elle de voir une photo de mon ex-mari. Voilà, j'ai pas envie de dire ce qu'elle en disait parce que c'est trop primaire et trop irrespectueux. Mais bon, voilà, c'était lui faire offense. Bon, elle détériore des photos dont j'avais pas les négatifs. Elle détruit un cadre. Elle me vole des objets que j'avais ramenés de nos voyages, décrétant que c'est à elle puisque je les avais achetés au cours de nos voyages. Et après, ce qui devient plus terrible, c'est qu'elle me demande d'ouvrir mon ordinateur de force. Et pour effacer toute photo d'elle, car cette histoire n'a jamais existé, me disait-elle. Et elle me dit, bon, ça va prendre du temps, mais je te préviens, ça va prendre 2 heures, mais c'est pas grave, je partirai pas avant, et je vais tout contrôler. Et comme j'ai affaire à une personne, je sais, qui est de structure interprétative et procédurière, enfin, c'est parce que j'ose pas trop employer le terme psy, mais en fait, dès qu'elle voyait, voilà, j'avais pas du tout envie qu'elle aille sur mon ordi. Déjà, éthiquement, c'est inenvisageable pour moi. Et elle m'aurait fait la vie parce qu'elle aurait vu tel ou tel ami, tel ou tel membre de ma famille. Enfin, non, c'était très violent psychologiquement, quoi. Qu'elle me dise tu effaces toutes les photos de moi, tu effaces les photos de moi de nu, m'accusant de les envoyer faire le tour de la Terre. Enfin, c'était... Voilà, sa suprême personne ne devait plus apparaître dans mes souvenirs d'ordinateur. Or, moi, j'en étais pas encore là. Déjà, c'était violent, parce que j'avais envie de conserver nos photos de nous deux. J'étais pas dans le deuil, j'étais dans l'effroi, mais la tristesse aussi. Et ça a été vraiment très violent, quoi. Et après, T'as réussi à résister, du coup? alors, j'ai commencé à effacer. Donc j'étais là depuis 1 heure, dans un état second, j'avais à peine dormi. Après les faits de la veille, j'étais voilà, dans un état de détresse psychologique. Et puis elle était habitée, quoi. Elle avait des yeux. Et à un moment donné, je vais dans la cuisine quand même, et là, je sais plus, elle me redit, parce qu'elle avait déchiré des petits mots que je gardais sur le réfrigérateur, des petits mots de sa part d'amour, que j'aimais bien garder pour croire en l'illusion de cet amour. Et dans la nuit, elle les avait déchiquetés et déchirés, et elle ne savait plus dans quelle poubelle elle les avait mis. Et là, elle m'accuse de les avoir moi-même déchirés, ce qui est quand même un peu étonnant. Je lui dis, mais c'est toi qui les as déchirés, je sais pas où tu les as mis. Et c'est vrai que j'ai dû lui dire, tu me fais chier. Et elle a vidé la poubelle pour retrouver les petits mots qu'elle n'a pas retrouvés. Et là, elle a accusé ma fille d'être venue les déchirer. Donc là, je me suis dit, mais il y a vraiment... Là, on est... Sur une autre planète, quoi. Non, ça peut faire penser à des dysfonctionnements psychiatriques quand même. Hein. Donc voilà, ma fille qui est en train de s'occuper de ses jeunes enfants en bas âge, qui habitent à plusieurs kilomètres, serait venue en pleine nuit déchirer des petits mots qui ne la concernent pas, qui concernent mon histoire d'amour. Bon, voilà. Et j'ai vu que là, dans son regard, elle était ailleurs. Elle repartait en vrille, et je me suis sentie en danger. Et c'est là que j'ai réussi à partir. J'ai mis mon manteau. Elle n'a pas compris que j'allais partir. Je suis partie et je suis allée chercher. Je suis allée au commissariat en fait. Et j'ai dit venez m'aider, il faut qu'elle parte.
Je me suis pas posé la question d'être homosexuelle, peut-être de m'exposer à la risée hum, des policiers, non, pas du tout. Non, je me suis, parce que je sais que dans les idées reçues de certaines personnes, c'était un peu aussi le questionnement de ma psy. Non, je pense que les flics, ils sont habitués, j'étais bien accueillie. Hum, Ils m'ont demandé l'identité de l'homme en question. J'aurais dit non, c'est une femme. Et ils ont envoyé une patrouille. Puis la patrouille est venue. Et là, elle a été surprise et toute mielleuse. Elle reprend son cinéma manipulatoire. Ah, mais il n'y a pas de problème. Mais cette personne, puis elle m'a envoyé des qualificatifs. Donc la personne, la policière a coupé court. Elle a dit non, stop, la communication n'est plus possible, c'est terminé. Vous ne vous parlez plus, vous prenez vos affaires et vous partez. Et donc plus tard, je retrouve les petits mots qui étaient en fait dans le cubi, les 9 canettes de bière éculées. Ben, c'est vrai que j'avais des bières parce que mon fils était par là et j'avais racheté une réserve avec un doute quand je les ai achetées. En me disant, parce que j'avais tendance à boire pas mal sans le reconnaître, bien sûr. Je me souviens aussi d'une anecdote quand je l'ai raccompagné à son véhicule parce que j'avais mon vélo à prendre qui était dans son véhicule, donc encadré par la patrouille des 3 policiers. Donc c'était une scène assez apocalyptique, peut-être pas, mais c'était C'est traumatisant. Traumatisant. Elle portait ses bagages qui étaient plus lourds que prévu parce que elle repartait avec les cadeaux qu'elle m'avait faits et quelques objets volés. Mais bon, peu importe, moi je voulais qu'on en finisse. Et on arrive à son véhicule et il y avait une scène avec 2 ou 3 ouvriers qui étaient là sur le bord du trottoir, ouvriers dans le bâtiment, et je voyais que c'était la scène de leur semaine, quoi. Parce que c'était à l'évidence 2 lesbiennes de goudou qui s'étaient crêpé le chignon, encadrées par la police. Donc, ouais. Et je repars avec mon vélo, et elle repart dans une autre direction, et j'apprends après qu'elle a dû leur montrer ses bobos, quoi. Donc après, elle en fera un certificat médical, des photos. Elle me dit, tu ne te rappelles plus des coups que tu m'as mis, tu ne portais pas de traces de coups. Moi, oui, la police l'a vu. Donc c'est pas mal d'éléments de perversité que j'ai reçus tout de suite après les faits. J'avais bloqué, mais il y avait encore un contact WhatsApp avant que je bloque. Et donc voilà, elle m'envoie ces photos d'elle avec son doigt ensanglanté, sa lèvre tuméfiée. Et je crois que c'est ces 2 photos que j'ai reçues qui ont fait que j'ai pris le temps. J'ai passé 7 jours sur mon canapé à pleurer. Voilà, c'était mes vacances. J'ai passé 7 jours sur le canapé à pleurer et à me décider à porter plainte pour traçabilité. Mais c'est du fait, voilà, que je reçois ces photos et qu'elle retourne la violence que j'ai reçue contre moi. J'ai trouvé ça tellement décevant et tellement petit, quoi, que... Et après, j'ai appris à mieux connaître encore cette femme de par les messages que j'ai eus avec voilà, la parfaite manipulatrice, quoi. Le sextoy, j'ai menti, je réimplantais un jeu sexuel qu'on avait eu. Les claques, c'est pas vrai. Les bières, c'est pas vrai. Elle en avait bu. Elle avait pas bu autant. D'ailleurs, les flics ne lui ont pas demandé de test, non, lui ont pas fait d'alcotest. On était le lendemain, puis sur un autre registre, et c'est sûrement qu'ils n'ont pas fait leur boulot, ils auraient dû, mais voilà. Et puis,
énormément de grossièreté, quoi, de propos avilissants, quoi. C'est des choses, des écrits hallucinants. Et c'est une femme, voilà, qui est cultivée, qui est intelligente, qui a un statut professionnel et social, qui sait rabrouer, qui sait, voilà, te renvoyer à tes moindres diplômes. Mais je pense que elle a des diplômes en gros mots, en tout cas. Après, les écrits, je les ai gardés, puisqu'elle a passé son temps à me dire qu'elle allait monter une plainte contre moi. Avec rien, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a aucune... voilà. Bon, j'ai appris à la découvrir dans une 3e phase. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'être interviewé et à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Vous pouvez dorénavant aussi nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram @comingin coming out. À bientôt!